Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la situation de l'industrie automobile canadienne qui est grandement affectée par les nouvelles politiques tarifaires et protectionnistes des États-Unis, essentiellement, depuis le changement d'administration l'année dernière, mais aussi ça a un impact sur le marché automobile canadien. Est-il ouvert à tous les constructeurs et de tous les pays? Évidemment, on va parler de l'éléphant dans la pièce ici, qui sont les véhicules électriques chinois, parce qu'on va faire une petite nuance. Les véhicules thermiques assemblés en Chine sont toujours permis. Il faut faire attention à ça, mais pas de manufacturiers chinois, de manufacturiers existants américains. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Ce que j'avais envie de faire avec vous, je vais vous faire une vue d'ensemble de l'industrie automobile canadienne, là, résumée rapidement. Puis ensuite, on va regarder dans le contexte si le gouvernement acceptait probablement d'enlever le tarif de 100 % sur les véhicules électriques et de permettre aux manufacturiers chinois d'accéder au marché canadien. Quels seraient les véhicules qui seraient vraisemblablement intéressants pour le marché canadien, peut-être même les premiers qu'on verrait? Je vais vous présenter des images des sites web européens de ces véhicules chinois-là, parce qu'en réalité, c'est le plus proche qu'on a d'un certain comparatif, puisque dans les marchés européens, il y a plein de véhicules chinois là, très compétitifs maintenant qui y sont vendus, là, particulièrement en Norvège et en Allemagne. Aujourd'hui, on va utiliser les sites français. Donc, sans plus tarder, là, on va commencer notre épisode d'aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, là, je partage Google Earth, un logiciel que j'aime beaucoup. Et en ce moment, là, vous voyez là, les États-Unis et le Canada. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, on va faire un survol là, de l'industrie automobile canadienne, de quoi ça a l'air. Actuellement, au Canada, l'industrie de l'assemblage automobile là, se retrouve dans le sud de l'Ontario. Ce qui reste aujourd'hui, à l'automne 2025, là, vous avez GM, Stellantis, Ford. Vous avez aussi Toyota, Honda. Ça, c'est les 5 manufacturiers automobiles là, qui assemblent des véhicules au Canada. Le premier constructeur qu'on va regarder, c'est à Windsor, nous avons Stellantis là, qui ont des quand même grosses opérations. Là, je pense que c'est leur plus grosse opération au Canada parce que, évidemment, l'usine de Brampton là, est en pause de façon indéterminée parce que le Jeep Compass qui était supposé être assemblé à Brampton, Ontario, maintenant sera assemblé aux États-Unis. Donc, vous avez cette usine ici à Windsor qui produit le Dodge Charger, qui est électrique et bientôt thermique, et ainsi que les 2 mini-fourgonnettes, que ce soit la Pacifica et la Chrysler Grand Caravan. Donc, toutes les minivans Chrysler, Stellantis, FCA, appelez la compagnie comme vous voulez dans les dernières années, ont tous été assemblés au Canada depuis le début. Et aussi, là, ils ont une usine de batterie LG là, juste ici là, qui s'appelle Nexstar. Là, donc, ils ont comme une sorte de chaîne d'approvisionnement au Canada. Qu'est-ce qu'on a le proche de London en Ontario? On a une usine qui appartient à GM, à Ingersoll. Cette usine-là s'appelle CAMI. C'est comme un ancien joint venture partenariat. Là, dans le temps, il y avait Suzuki qui était là-dedans. Le Suzuki XL7 était fait là. Le Chevrolet Equinox de première génération. GMC Terrain ont été faits là aussi. Mais jusqu'à tout récemment, c'était les mini-fourgonnettes commerciales Bright Drop qui étaient assemblées là. Et GM a annoncé que la production de ce véhicule-là se terminait. La production n'était pas déménagée. La production se terminait. Puis j'ai eu un souper avec GM dernièrement, puis je leur ai posé la question directement. Peut-être qu'il va y avoir autre chose dans cette usine-là. On ne le sait pas. Évidemment, c'est des réponses un petit peu politiques, mais pour l'instant, cette usine de GM-là est à l'arrêt. Ensuite, on s'en va à Woodstock, en Ontario. Woodstock, en Ontario, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait le plus grand produit d'exportation qui n'est pas une ressource naturelle au Canada, le RAV4 chez Toyota Motor Manufacturing Canada. Donc, vous voyez, ça, c'est l'usine que j'ai visitée dernièrement. Si vous n'avez pas vu la vidéo là, du RAV4 2026, vous irez voir ça. Dans le fond, Toyota a une grosse usine. Cette usine-là pourrait être grossie, si on veut. Elle a été construite là, en 2007 et Toyota reçoit toute sa matière première là, dans l'immense entrepôt que vous voyez ici. C'est assez gros pour ces 2 autres usines qui sont à Cambridge et c'est là qu'on s'en va. On remonte encore la 401. Vous remarquez, hein? L'autoroute 401 en Ontario, qui est l'autoroute la plus utilisée sur la planète, celle qui a le plus de circulation, bien, en réalité, c'est comme la colonne vertébrale de l'industrie automobile canadienne. On arrive à Cambridge où Toyota a d'autres opérations. L'usine nord et sud, ou est-ce que je ne me souviens plus, mais en tout cas, les 2 usines de Toyota Motor Manufacturing Canada à Cambridge où on assemble le RAV4, le Lexus NX et le Lexus RX. Très, très gros site industriel. La première usine que Toyota a ouverte en 1988, elle a par la suite été grossie.
C'est Toyota qui a la plus grosse empreinte manufacturière au Canada, le produit maintenant 530-540 000 véhicules par année. Ils font des visites publiques à Cambridge. Vous irez voir, ce n'est pas une commandite de Toyota, c'est juste que c'est un qui offre ça. Et Toyota, de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut comprendre lorsqu'on parle, n'ont pas vraiment l'intention de quitter le pays parce que c'est beaucoup trop compliqué. Là, si vous regardez le parc industriel autour de l'usine, bien, c'est juste des fournisseurs de Toyota qui fabriquent des composants pour alimenter les lignes. À un moment donné, c'est déménager tout ça. C'est un travail incommensurable qui, à un moment donné, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et faire tout ça pourrait prendre plus que 10 ans. Ensuite, on continue. On va aller au nord de la banlieue de Toronto. On va aller à Halliston, ici où on a les installations de Honda que je connais un peu moins. Je me suis déjà rendu, mais je ne les ai jamais visitées. Ça semble être un gros site industriel où on fabrique en ce moment, où on assemble en ce moment le CR-V hybride, Civic Berlin et Civic Berlin hybride. Grosse usine, là, ça a assemblé plein de choses. Le Ridgeline a déjà été assemblé là, la Cura MDX a déjà été assemblée là, la Civic, évidemment, a été assemblée là très longtemps, elle l'est encore. Ces installations-là sont là depuis les années 80-90. Dans les médias, on a vu récemment que Honda est moins certain que Toyota pour l'avenir, son avenir manufacturier au Canada, c'est de valeur parce que c'est quand même un manufacturier qui produit beaucoup de véhicules au Canada. Là, je pense qu'on est dans le 300 000 unités par année. Toyota est dans le 500 000, fait que Toyota numéro 1, Honda numéro 2. Il y avait des gros investissements pour la nouvelle plateforme électrique de Honda. Ça a été mis sur pause de façon indéfinie. Ça va juste se passer en Ohio. Pour la première génération là, du Honda Zero SUV. Ici, à Oakville, sur le bord de l'autoroute, QEW, Queen Elizabeth Way, on a l'usine d'Oakville, qui est un immense centre industriel, manufacturier de Ford. Je pense que leur siège social canadien est là aussi. On fabriquait jusqu'à tout récemment le Edge et le Lincoln, pas Nautilus, je pense. Oui, le Nautilus. En tout cas, si je me trompe, vous le mettez dans les commentaires. Puis on a assemblé plein de véhicules là, au travers des décennies. On parlait d'un véhicule électrique et hybride branchable qui allait se rendre là, cette année, l'année prochaine. Ça a été annulé et maintenant, on va faire de la surcapacité de Ford Super Duty. Donc, dans le fond, si aux États-Unis, les usines qui fabriquent déjà les F-250, 350 sont à capacité, bien, l'usine canadienne là, sera appelée à en construire. Donc, on ne fera pas grand-chose là, c'est malheureux. Mais gros site industriel, regardez, on recule la carte puis on le voit. Ensuite, à l'est de Toronto, on a une usine immense aussi à Oshawa, qui est l'usine de GM, où on a assemblé, attendez, vous allez rire de moi, là, je l'ai perdu. Elle est ici, voilà. Regardez la dimension de cette industrie. On a fabriqué des véhicules là, c'est fou, des Impala, des Cadillac XTS, Camaro, hein? Lorsqu'elle est revenue, maintenant, la Camaro est assemblée ailleurs pour la dernière génération. En ce moment, cette usine-là a la même vocation que l'usine à Oakville de Ford. On fait du surplus de Silverado 1500-2500, des configurations bien spécifiques. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir d'où ils viennent. Si vous voulez en acheter un, il faut regarder, il faut que le numéro de série commence par 2. Et c'est ce qui se passe de ce côté-là. Donc, en ce moment, les constructeurs américains, comme vous voyez, sont vraiment en perte de vitesse. Les constructeurs japonais maintiennent le rythme, mais beaucoup d'incertitudes. Et à Brampton, bien, on a Stellantis, hein, je vous en ai parlé au début de l'épisode. C'est là que avant, on assemblait le Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger pendant quasiment 20 ans. Hein, une plateforme Mercedes adaptée du temps de Daimler Chrysler, des produits iconiques pour cette marque-là. Puis évidemment, la production s'est arrêtée, je pense, l'année dernière. Une partie a été bougée à Windsor, je l'ai mentionné, le Charger électrique. Et maintenant, bon, c'était supposé assembler le nouveau Jeep Compass et maintenant, l'usine est à l'arrêt. Et la production du Compass va se faire aux États-Unis, malheureusement. Donc, cette usine-là est pas mal in limbo, hein, 3000 personnes qui ne savent pas ce qui va arriver. Et ça, c'est l'état là, de l'assemblage automobile dans le sud de l'Ontario. Il y a plein de compagnies qui font des composants pour les véhicules. GM assemble des moteurs dans le coin de St. Catharines, dans l'Ontario, proche de Niagara Falls, moteurs V8 et V6. En fait, je pense même plus que GM fait de V6, fait que, on oublie ça. Et au Canada, bien, on est déjà à Bromont et à Sainte-Thérèse, des usines de Hyundai et GM par le passé, mais maintenant, c'est seulement dans le sud de l'Ontario. Le Canada produit un peu plus de 1 million de véhicules par année là, en ce moment. Ceci étant dit, ça c'est la première partie, je vous donne le contexte. La plupart des véhicules assemblés au Canada sont exportés aux États-Unis. Hein. En réalité, on consomme à peu près 10 à 15 % de nos véhicules assemblés ici parce qu'on est 10 à 15 % de la population de l'Amérique du Nord. C'est un peu logique. Maintenant, si on regarde plus loin, l'industrie automobile chinoise s'est rendue la plus grosse industrie automobile de la planète, celui qui fabrique le plus de véhicules par année. Évidemment, c'est un marché de 1,5 milliard de personnes. Ça fait un peu de sens, mais aussi, ils ont des véhicules
du côté électrique là, qui sont extrêmement compétitifs lorsqu'on regarde sur papier, parce qu'on ne les a pas encore essayés. Hein. On entend des choses de nos cousins européens, comme quoi c'est fabuleux. Évidemment, ça compétitionne Tesla, Hyundai de façon admirable. C'est lorsqu'on les aura peut-être un jour au Canada, si ça arrive, qu'on pourra juger de ça, mais c'est prometteur. Ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir ici si le gouvernement canadien, qui est dans le processus là, de réchauffer, de recommencer, d'avoir une relation commerciale là, un peu plus standard avec la Chine, bien, il pourrait arriver que peut-être le gouvernement canadien et chinois s'entendent pour avoir là, un processus où les véhicules chinois pourraient arriver au Canada. J'ai commencé par BYD, qui est le plus gros constructeur chinois. Selon moi, là, des véhicules qui seraient amenés ici, là, on tombe vraiment dans la partie hypothétique de l'épisode. BYD Seal, hein, qui est un véhicule qui est analogue à la Model 3, ça serait très intéressant de voir ça. BYD Seal U, qui est la version VUS de la Seal, fait que vous comprenez la relation Model 3, Model Y. On a aussi la BYD On, qui est un véhicule très, très luxueux. BYD Tang, qui est un petit multisegment électrique très intéressant. Regardez leur gamme, là, on part de petits véhicules comme la Dolphin Surf, et là, on est sur le site français. Je ne pense pas que ça, en Amérique du Nord, ça serait quelque chose qu'on aurait au Canada. Mais à partir là, de la BYD Dolphin, le format un peu plus petit, Chevrolet Bolt, puis là, on monte, Atto 3, un autre petit multisegment, là, on a quelque chose. Fait que BYD voudrait arriver ici, il arriverait avec peut-être 2-3 modèles. Seal U, selon moi, là, c'est ce qui pourrait être les premiers. Un autre constructeur qu'on entend moins souvent, c'est NIO, qui font des véhicules, ma foi, très jolis. Puis ils ont une grosse gamme. Là. Vous pouvez voir sur leur site ici, là, ES8, un immense VUS 3 rangées, ET5, une familiale électrique, ça c'est très rare, ET5 qui est la version berline, puis là on a des véhicules un peu plus compacts. Moi, ce que je regarde, puis qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver ici, là, ça serait une chose comme le ES6, quelque chose de plus compact, quelque chose de plus petit. Ça pourrait être intéressant, regardez, là, je passe vite, mais ça semble être des véhicules, ma foi, modernes, intéressants. Puis NIO offre une technologie de recharge assez intéressante. Autant qu'on a une recharge rapide, on a aussi du battery swap qu'on appelle en anglais, où est-ce que les véhicules NIO se rendent à une petite station, se stationnent en marche arrière, puis ensuite le véhicule s'immobilise, puis après ça, on prend la batterie, on la retire du véhicule, puis il y a une cartouche là, dans la station de changement de batterie, puis on met une nouvelle batterie. C'est un peu particulier. Beyond Milan a fait plusieurs tests avec ça. C'est plus rapide que la recharge rapide, mais c'est beaucoup d'infrastructure pour quelque chose qui est réservé à une marque. On verra bien, mais NIO, là, une gamme assez étoffée de produits. Ensuite, on va aller dans des choses un peu moins premium. MG, qui est un ancien constructeur anglais et maintenant que c'est juste une marque chinoise, bien, font des voitures compactes, ma foi, super intéressantes. Je regarde des fois là, des revues là, d'anciennes personnes là, de Fifth Gear, qui était un équivalent de Top Gear, au Royaume-Uni, puis ils essayent des véhicules comme ça. C'est vraiment intéressant. Compact, petit, des batteries LFP, des véhicules très intéressants côté prix. Puis oui, ils sont de moins bonne qualité, les plastiques durs, tout ça, mais à la fin, les véhicules électriques devraient être des véhicules assez simples et devraient assez abordables. Puis en ce moment, maintenant, là, vous regardez, là, à partir de 22 900 €, c'est dans le bas de la gamme, ça, là, pour des véhicules électriques. C'est très intéressant, tout assemblé en Chine. Et ensuite, mon clou du spectacle, Zeekr. Zeekr, c'est une marque de véhicules électriques. Je vous en ai déjà parlé là, dans mon podcast quand je suis revenu du Kazakhstan. C'est une marque sœur là, à Volvo là, qui appartient à Geely, qui est un gros groupe automobile chinois. Cette voiture-là recharge à genre 450 kW, plateforme 800-900 volts. C'est la voiture qui recharge le plus vite là, avec la BYD là, qui peut recharger en 5 minutes. Ça, c'est fou. Véhicule avec des grosses batteries, 100-150 kWh, des batteries spéciales qui appellent semi-solides, qu'on a 1000 km là, CLTC. Ça, c'est la norme chinoise qui n'existe pas, là, mais c'est assez fascinant. Puis ça, à la fin, c'est des véhicules qui partagent des composants avec les Polestar et les Volvo. Là, c'est probablement le constructeur automobile chinois qui fait des véhicules qui sont le plus près de la qualité qu'on perçoit là, d'un véhicule européen ou japonais. Très intéressant, Zeekr. Ils font d'autres véhicules intéressants. Là, leur porte-étendard, la familiale Zeekr 001 qui commence à 60 000 €. Elle aussi peut avoir une batterie de 150 kWh semi-solide, là, un peu spéciale. C'est super intéressant. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis évidemment, je ne vous nomme pas là, les 85 autres manufacturiers chinois, mais à la fin, ces 4 manufacturiers-là, c'est ceux qu'on retrouve le plus en Europe.
Puis ce que ça veut dire aussi, c'est que le produit a été adapté. Tu sais, comme il y a un chemin à faire. Là. On adapte le produit du marché chinois au marché européen. Puis après ça, il y a une autre partie à faire d'adapter le véhicule du marché européen au marché nord-américain, canadien. Puis un super bon exemple de ça, c'est que Kia va amener le petit fourgon PV5 au Canada seulement là, en 2027, je crois, fin 2026. Puis ce que Kia dit, c'est que ça va leur coûter très cher juste homologuer le véhicule pour le Canada. Mais quand même, il y a un effort à faire de ce côté-là parce qu'à la fin, tu ne peux pas prendre un véhicule européen ou coréen pour leur marché X et directement l'importer. Il y a des modifications qui doivent être faites, puis il doit être homologué par Transport Canada. Mais bon, ça l'avance. On verra bien. Je pense que le PV5, ça va être un succès. Je vais vous faire un petit scénario. Là. Supposons que demain, le gouvernement canadien, règles sont différentes avec la Chine. On ne verra pas des véhicules chinois là, avant probablement plus d'1 an ou 1 an et demi. Parce que ça va prendre du temps, là, homologuer les véhicules, choisir quoi emmener, adapter les véhicules, faire les tests de collision, tout ça. Et je reviens à ma carte, il va peut-être avoir aussi un composant que moi je pense qu'il va être important. Mais est-ce que le gouvernement canadien devrait s'assurer que si tu apportes des nouveaux véhicules comme ça, comment tu fais aussi pour garder ça d'un point de vue de compétitivité équitable pour tout le monde? On verra bien ce que le gouvernement canadien décidera, mais une chose est sûre, lorsqu'on parle, puis on entend, là, les véhicules chinois électriques sont beaucoup moins chers. Effectivement, 100%. Pourquoi sont-ils moins chers? Est-ce qu'ils sont mieux designés? Est-ce qu'ils sont meilleurs? Certains sont définitivement meilleurs que ce qu'on a ici. Certains ne le sont pas. En Chine, la main-d'œuvre et les matières premières sont beaucoup moins chères qu'en Amérique du Nord ou en Europe. Elle est là, la différence de prix. Et la politique industrielle de la Chine et de subventionner tous les constructeurs automobiles pour bâtir une base manufacturière solide pour la suite des choses. Donc, à la fin, oui, c'est des produits subventionnés qui arrivent ici, des produits qui viennent d'un monde où c'est beaucoup moins cher fabriquer des choses. Et c'est ça la différence de prix. Moi, je vous annonce que si demain matin, on claque des doigts et on assemble des véhicules BYD ou NIO ou Zeekr au Canada, ils vont coûter la même chose que si Toyota les assemblait. Parce que la main-d'œuvre et la matière première, le coût là, ne changera pas. Peut-être un peu moins cher, où il absorbe le prix, mais je veux dire, à la fin, faire des choses en Amérique du Nord, ça a un coût. En tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va avancer. Lorsqu'on aura plus de nouvelles, on vous en parlera. Je voulais juste vous montrer un peu c'est quoi la situation, qu'est-ce qu'on fabrique au Canada et qu'est-ce qui pourrait arriver. Je ne le sais pas. Je le sais vraiment pas. Puis c'est possible que ça ne se concrétise jamais. Ça me surprendrait. Mais je ne pense pas que ça va se concrétiser, véhicules chinois sur nos routes. Là, on fait un défi 500 km avec une BYD en 2026. En 2027, ça pourrait peut-être arriver, mais on verra bien. J'espère que vous avez aimé ce petit podcast. Là, j'essaie d'apprendre là, à avoir un setup un peu plus particulier. J'apprends aussi avec mon ordinateur, la capture d'écran, tout ça. J'essaie d'offrir de quoi de qualité. Vous me direz si vous avez aimé ça. Vous me direz aussi si le son était bon. Je pense qu'il y a un peu d'écho. On verra bien là, comment on va gérer ça en post-production. Mais bon, laissez-moi des commentaires, un petit like et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Et sur ce, on se laisse là-dessus.